Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 14 février 2024. On se retrouve avec un Bitcoin qui oscille plus ou moins autour des 50 000 $ pour l'instant. On a quand même poussé plus 16% sur la semaine pour la première crypto-monnaie du marché. Ether qui est à plus 12,29 sur la semaine à l'équilibre sur 24 heures à 2650. Il est venu titiller les 2700 $. On a le BNB qui est également en positif. Et globalement, tout ce top 25, voire 50 élargi a tendance à suivre en soit léger négatif, soit léger positif, plus 2, plus 3%. On voit que c'est le cas comme ça jusqu'au top 50. On a malgré tout plus 11% pour Bit&Sor Tao qui s'approche des 600 $, plus 8% pour Stacks Heavy Chain, 7% pour Sei et 5% pour Sui, avec le top 50 qui se clôture toujours avec Multiverix, Bitcoin SV, AAV et Algorand. Du côté du 4 heures, toujours la même action de prix. On est venu chercher les 50 500 $ pour l'instant, petite consolidation. Ça n'est pas rien, c'est un compte-rond psychologique assez important, 50 000. De même que si un jour on va aux 100 000, vous inquiétez pas que dans tous les médias on en entendra parler. Et c'est ce que je disais ce matin du côté de Twitter, finalement il y a assez peu d'intérêt des particuliers qui est revenu. Alors on entend de temps en temps parler à la télé ou à la radio, oui le Bitcoin, etc., les crypto-monnaies, avec toujours d'ailleurs un peu les mêmes poncifs que par le passé. Mais grossièrement, quand on regarde le Google Trend, on n'a toujours aucun intérêt des particuliers. Donc c'est plutôt positif pour nous, pour les spéculateurs. Mais voilà, après, pour ce qui en est de l'adoption globale et des fondamentaux, on est encore assez loin pour ce cycle. Le Crypto Fear and Greed 74 dans le grid, pas très loin de l'extrême euphorie. Et il n'en faudrait pas beaucoup plus, à mon avis, pour commencer à réchauffer un peu la sphère crypto, avec finalement le prochain gros bloc au niveau de la map de liquidité qui débute justement autour de 50.5 et qui se termine plus ou moins à 54 000 avec un petit pic à 54.4 et ensuite à compter de 55-56 et jusqu'à 65-66 et quasi la TH au final, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai que c'est là où ça va vraiment être intéressant sur 2024 d'être observateur de si on se fait un mini top intermédiaire avant 2025 dans toute cette zone comprise entre 50 et 69 000 de l'ex-ATH ou bien si on vient immédiatement le renverser pour par la suite rentrer totalement en bull run et en price discovery du côté du Bitcoin. Malgré tout, ne pas sous-estimer aussi le fait que tous les indices sont très hauts et qu'on n'a toujours pas eu le pivot de la Fed et que plus le temps passe, plus ça a tendance à être repoussé. Désormais, pour le mois de mars, le consensus est très pessimiste quant au fait qu'on pourrait avoir le fameux pivot de la Fed, donc ça va être encore et encore reculé. En bas, on commence tout juste à 44 000, mais finalement, il n'y a quasiment rien jusqu'aux 40 000. Ensuite, on passe à 38 et le gros bloc se trouve plutôt autour de 35-36 et un autre autour de 32 000. Tout ça, ce sont des supports dynamiques pour la suite. Entre 32 et 35, la dernière fois quand on était à 38, ça en faisait un point d'appui majestueux. Bien entendu, ça a été front-run puisque quand on est dans des phases haussières au niveau du marché crypto, et c'est typiquement ce qui est extrêmement frustrant, on va avoir comme ça systématiquement au niveau des objectifs techniques un front-run, quelques centaines, quelques milliers de dollars qui vont être achetés avant les gros supports, les véritables supports, pour ne pas permettre à la majorité de re-rentrer ou de sauter dans le train qui est déjà pas mal lancé. Bien entendu, il y aura tôt ou tard un retracement et un retracement majeur pour les plus patients sur le marché crypto. Et après, pour ceux qui font le DCA, en général, vous regardez même pas le prix. J'en viens donc aux partenaires sponsorisés du jour et je les remercie de nous accompagner puisqu'on a fait la petite rétrospective et on est désormais à 5 ans d'existence pour Realty qui donc tokenise au travers de sociétés les biens immobiliers aux États-Unis. Et là, les chiffres parlent pour eux-mêmes puisque on est désormais à 100 millions de dollars d'équivalent immobilier qui est sous gestion de Realty. Ils ont donné en tout sur 5 ans 13 millions de dollars de loyer avec un rendement qui se situe la plupart du temps autour d'une dizaine de pourcents. Pour les plus bas, autour de 8, je suppose. Et quand on avait le tout début, la première année, parfois on venait chercher du 12 ou 13%. J'en ai plus trop vu depuis 2 ans à peu près des 12-13%, mais en général on est autour de 10% et ça se passe plutôt pas mal. Donc dans la communauté francophone en général, vous êtes beaucoup à déjà connaître Realty et comme je le disais à l'instant, pour l'instant il y a assez peu de nouveaux qui sont venus au marché, donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler de près ou de loin si vous l'avez déjà utilisé ou si vous prévoyez de l'utiliser. Et tous les, on va dire, quelques jours, en général, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait à minima un nouveau bien. Il propose comme ça un bien qui est valorisé 100 000, 200 000, 500 000 $.
Il le fractionne au travers d'une société, donc c'est tokenisé. Ça n'est pas le bien immobilier lui-même qui est tokenisé, mais la société. Chaque société est indépendante et c'est une petite LLC qui détient le bien immobilier. La société est-elle tokenisée en par exemple 1000 petits tokens de 50 $ qui vous sont vendus du côté de Realty, et donc vous pouvez investir à compter de 50 $ avec un seul token qui va vous donner une dizaine de % annualisés, sachant que également tous les 6 mois ou 12 mois maximum, il réévalue le bien et qu'en général c'est des réévaluations qui sont positives. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ils ont déployé le RMM V3, donc c'est basé sur le code de AAV. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas, vous n'allez pas en revenir, c'est la possibilité de déposer, une fois que vous avez acheté votre fameux petit token de propriété à hauteur de 50 $, la portion en général, vous pouvez le déposer directement sur un AAV-like, mais qui s'appelle RMM et qui est propulsé par Realty, basé 100% sur le code de AAV. Donc normalement, il n'est pas censé y avoir de fuite ou de problématique de hack ou quoi que ce soit, puisque c'est pile poil le même code que AAV. Et derrière, vous avez la possibilité de déposer en collatéral votre fameuse petite propriété, le petit token que vous venez d'acheter, et d'emprunter à hauteur de 50% de sa valorisation, tout en continuant de percevoir le loyer des 10% qui est en cours sur le bout de propriété que vous avez acheté. De même, pour ceux que ça pourrait intéresser, mais en ce moment on a des taux probablement qui sont un peu plus hauts ailleurs. Après, comme d'habitude, dans une optique de diversification, ça peut être intéressant. Vous avez l'USDC sur XDAI et le XDAI lui-même qui sont autour de 8% quand vous les déposez, et quand vous les empruntez, on est plutôt entre 10 et 11% actuellement, exactement comme on peut le voir sur les autres marchés. Donc vraiment, là, ils sont en train de s'ouvrir, et surtout avec la V3, contrairement à la V2 précédemment, il y avait quelques dizaines de propriétés qui étaient disponibles. Là, le but, c'est de proposer l'intégralité de toutes les propriétés qu'ils ont en leur possession directement sur le RMM de Realty, ce qui fait que à côté, si vous souhaitez déposer et emprunter à hauteur de 50% pour racheter d'autres propriétés plus tard, ou pour faire tout ce que vous voudrez avec cet argent que vous avez emprunté, pourquoi pas racheter d'autres cryptos ou que sais-je, vous pouvez tout à fait le faire. Bien entendu, on est dans une utilisation bien plus avancée ici qui comporte des risques. Un, de smart contract. Si un jour le contrat de AAV se fait hacker pour X ou Y raison, eh bien probablement que le RMM serait exactement dans la même position. Si il y a un effondrement de l'immobilier aux États-Unis, ça peut causer pas mal de problèmes, et ça au global par rapport au projet de Realty. Donc bien entendu, ne minimisons pas le risque immobilier du marché et le risque de la tokenisation d'actifs, mais en tout cas en 5 ans qu'ils existent désormais, et c'est un sacré milestone, c'est un sacré anniversaire avec les fameux 100 millions de biens immobiliers sous gestion. Voilà, c'est une aventure extraordinaire. On leur souhaite bien entendu le meilleur pour les 5 années à venir supplémentaires où le marché crypto nous amènera je ne sais pas encore où, et en tout cas on a de très belles choses qui sont en cours, puisque ce matin c'est 1,3 million de wallets qui sont éligibles à l'airdrop de Starknet et du token STRK. Alors il y a beaucoup de personnages éminents de la sphère de Starknet, dont Abdelhamid, qui sont en train de tweeter et de chauffer la twittosphère avec des loups qui sont en train d'aboyer au firmament, si je puis dire. Et c'est vrai que là on sent que voilà, c'est en train d'arriver, c'est imminent, et donc 1,3 million de wallets éligibles ce matin, sachant que c'est un des airdrops qui a été parmi les plus farmés. Donc je suppose qu'il y en a beaucoup qui vont être éligibles sur plusieurs wallets et qui vont être très contents de ce qui va leur être rétribué finalement. Donc vous avez la petite allocation ici qui est mise en avant par Bankless pour vous permettre de savoir ce qu'il fallait faire et à qui ils vont donner des tokens. J'insiste bien sur le fait que c'est déjà trop tard, ça n'est pas le moment d'aller courir et d'aller cliquer sur quoi que ce soit, d'autant plus qu'inutile de vous dire qu'avec un lancement qui devrait se faire incessamment sous peu, vous allez avoir les réseaux sociaux qui vont être inondés de faux liens, de faux cliquez ici, même si c'est plus vrai que nature. Donc faites très attention à vous, j'insiste vraiment, mais là aujourd'hui je mets ma main à couper qu'il va y avoir des dizaines de personnes qui vont se faire scam par des faux liens, donc faites très attention à vous, tout en étant curieux bien entendu de ce qui va arriver dans la foulée, puisque c'est un des lancements les plus attendus des 2 années qui sont passées, et un lancement qu'on attendait au même titre que Celestia depuis
depuis le bear market qui est en cours depuis 2022, et bien que depuis 2023 on a eu une belle remontada, et 2024 je pense qu'on peut désormais dire que nous sommes bel et bien sortis du bear market. Coins.fr, le projet métaverse Web3 Sandbox qui s'apprête à déverrouiller 95 millions de dollars de Sand, le token, soit près de 10% de l'offre, donc attention de ce côté-là. Après, en général, quand on est dans des phases haussières, ça n'a guère de mouvement baissier ou de pression vendeuse, mais là 10% de l'offre, ça commence à faire. C'est des jetons qui sont partagés entre l'équipe, conseillers et réserve de l'entreprise, donc basiquement je crois qu'on peut dire que tout va dans les poches là des mêmes personnes. C'est pour ça que à voir s'ils ne se mettent pas à vendre ou s'ils croient tout simplement dans la suite et dans les déroulements de Sandbox, mais quand même 10% ça commence à faire, c'est clair. Je reviens pas sur les chiffres donc de Realty qui sont assez extraordinaires, on en a assez parlé pour aujourd'hui. Une rumeur d'airdrop, c'était Owen qui partageait ça autour de Peace Network, donc si vous avez stacké vos tokens de Peace qui en plus vous ont été donnés gratuitement pour ceux qui ont justement eu la chance d'avoir l'airdrop, c'est Drip ce coup-ci qui pourrait vous faire un petit airdrop, donc surveillez de ce côté-là également. Comme je disais donc en intro ce matin, l'intérêt des particuliers qui n'est toujours pas revenu, et pour autant on a Brian Armstrong et Coinbase qui continuent de pousser avec le Perpetual Future and Spot qui continue de faire des records actuellement, et en plus ils ont la branche Prime institutionnelle qui pareil caracole en tête au niveau des ETF, et ça continue de très bien se passer. Donc pour le coup je suis pas mécontent d'avoir continué de croire en l'action Coinbase au moment où plus personne y croyait lors du bear market, et actuellement c'est exactement comme pour une crypto que vous auriez réaccumulé lors du bear, on va en profiter et pas qu'un peu. Vous avez une vidéo des 4 ans pour le cycle de 4 ans qui est proposé par Bob Lucas, contrairement à d'habitude où c'est payant, ils ont un genre de site payant avec Peter Brandt et 2-3 autres vieux de la vieille, puisque Bob Lucas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a 55 ans à peu près, il avait dit lui-même une fois, et donc voilà, il a une vingtaine d'années, si c'est pas 30 dans les pattes de, on va dire, trading et investissement traditionnel, et là ça fait pas mal de temps qu'il s'intéresse aux cryptos. Il compte les bougies toutes les quinzaines, tous les mois, etc. Et là pour lui on est vraiment dans un truc aussi plutôt positif. Je vous laisse bien entendu consulter la vidéo. On a Apple donc avec Loris Dalio qui atteint en août 2023 la barre du milliard d'abonnés sur les services Apple Music, Apple TV, Apple Arcade et iCloud, une croissance phénoménale et qui chaque année a continué donc de progresser, en tout cas pour l'instant. Vincent Gann, le CPI aux États-Unis, l'inflation, 5,4% sur les services, 3,9% sur le sous-jacent, c'est beaucoup trop élevé selon lui pour un pivot de la Fed, et je crois que le Trueflation est autour de 2 et des brouettes. Donc malgré tout, c'est pas si catastrophique que ça aux États-Unis, mais voilà, je me demande à quelle sauce on va être mangé à compter d'El Famoso pivot de la Fed en 2024 justement, puisque je ne le vois pas arriver malgré tout en 2025, ça serait complètement fou. Goku qui met en avant le partenariat Ledger X Coinbase, donc désormais vous pourrez tout simplement sur Ledger Live faire vos petites carabistouilles, donc sans jamais avoir à transférer les actifs de portefeuille à portefeuille, plutôt intéressant. Après la question que je me pose, j'ai pas eu l'information là de suite, c'est les frais, puisque pendant très longtemps quand vous aviez par exemple du Bitcoin à swapper du côté de Ledger Live, ça passait par Changely et on vous prenait du 3, 4, 5%, c'était indécent. Donc là si on passe par Coinbase, certes c'est un très bon broker, mais si de nouveau on se prend 2, 3, 4% de frais, bien entendu que ça sera pas si intéressant, mis à part pour les ultra aficionados du fait de ne jamais sortir de la Ledger. Kyungju qui disait que la demande OTC est plus haute que tout simplement le supply actuellement, c'est ce qu'on voit avec un prix qui pousse par le haut au niveau du spot et une demande qui est très largement drivée par le spot, puisque tout ce qui était future option et tout ça c'était plutôt flat, les fundings sont plutôt pas mal, donc c'est un mouvement qui a été organique, qui a été intense mais qui était organique actuellement au niveau du BTC. La spéculation au niveau des ETF pour ETH ce coup-ci, alors dans les prochaines semaines, les prochains mois, bien entendu que on va très certainement essayer d'aller chercher au niveau du cours plus haut que là où nous nous trouvons pour Ether, en tout cas j'espère, mais c'est vrai que ça a été assez décevant pour l'instant au niveau spéculatif pur et dur de voir un Ether un peu mou du genou, suivre au pas derrière Bitcoin, et j'espère bien entendu qu'à un moment donné il va mettre la seconde, les bouchées doubles, et qu'on verra un Ether briller et emporter le reste des altcoins avec lui. Watcher Guru, et c'était il y a 48 heures avec Franklin Templeton qui dépose une demande justement d'Ethereum ETF Spot, donc 1500 milliards sous gestion, ça n'est pas rien. Est-ce que si on nous avait dit il y a 20 ans ce qu'allait devenir Nvidia et il y a 10 ans ce qu'allait devenir Bitcoin, on aurait parié dessus? Clairement pas. Pour ma part, c'est une énorme surprise et une très belle et
très bonne surprise. On est dans un momentum et dans un monde qui est en constante évolution et là, depuis le Covid, depuis mars 2020, j'ai la sensation que ça s'accélère, qu'on est dans un vrai changement en profondeur et voilà, les 5-10 prochaines années s'annoncent tout aussi complexes que palpitantes, je suppose, que ça soit pour nous, pour les cryptos ou pour le monde qui nous entoure. Will Clement qui résumait très bien au niveau du Google Trend Research Bitcoin, on est quasiment sur des points bas avec un Bitcoin à 50 000, c'est complètement barge mais vrai, donc probablement que là où on aura un trigger c'est les 70 000 l'ex-ATH et ensuite le jour du compte rond ultime, les fameux 100 000 $, ne vous inquiétez pas qu'on en entendra parler partout et c'est là où pour ma part je commencerai à être extrêmement sur la réserve et qu'on commencera à regarder vers la porte de sortie, peu importe qu'on ait des objectifs qui soient au-delà de 100 000, c'est là où il va falloir la jouer fine sur ce cycle. J'avais remis en avant le post de Trading Lord donc, qui disait globalement de s'asseoir sur ses mains, plus quelques retours d'expérience, quelques conseils, etc. Blablabla. En gros, tout ce qu'il faut faire et ne pas faire lors d'un cycle haussier avec l'expérience que peuvent avoir certaines personnes de 2-3 cycles dans les pattes. C'est très bien fait. Après, c'est dit de façon un peu familière, comme beaucoup d'Anglais ou d'Américains, ils ont tendance à parler un peu plus voilà, crûment que nous qui mettons les formes par rapport à l'audience francophone qui est très critique et acerbe parfois. Eux, ils vont droit au but et c'est l'argent pour l'argent. Mais là, c'est du conseil aussi par rapport à la psychologie, par rapport à la façon dont vous allez interpréter le marché et les flux. Donc, très intéressant de globalement résumer ça par le fait que quand on est en bull run, à peu près tout monte et il faut s'asseoir sur ses mains, profiter du ride et pas sans arrêt vouloir changer, j'achète, je vends, je change de position parce qu'un tel m'a dit que là vous allez complètement vous perdre et vous allez énormément perdre d'argent même si tout est en train de monter autour de vous. CryptoGel qui finalement nous a fait un chart pour les nuls et c'est très intéressant de voir ça comme ça puisque il avait fait la zone verte où on était en train de réaccumuler et d'acheter entre 15 000 et les quasi 30 000 $. Entre 30-35 000 et ce jusqu'à 70 000, do nothing, on ne fait rien, on s'assoit sur ses mains et à compter de 70 000 et ce jusqu'à 100 000 $ et plus, on commence à revendre. C'est exactement le timing, on va dire psychologique que je vous ai toujours donné sur la chaîne. Après, bien entendu, il y a des personnes qui ont des objectifs de temps beaucoup plus longs ou beaucoup plus importants et je le respecte tout à fait. On a Tesla avec Stellantis qui adoptera le connecteur chargeur US d'ici 2025, donc très bonne nouvelle pour le réseau Tesla. Que ça soit les minières ou Coinbase, on a eu une très très belle progression. Alors c'est un peu en léger recul désormais, je crois, ça s'est posé depuis, c'était il y a 48 heures, c'était Will Clement qui mettait ça en avant. Mais bon, globalement, on est vraiment plutôt pas mal. CryptoGel qui nous mettait le ticker EBIT, donc de BlackRock au niveau de l'ETF, qui a fait un point bas autour de 22 $, on est de retour à 28,48 et on a un ATH à 29,50. Inutile de vous dire que là aussi, une fois que ça break, ça risque d'accélérer d'un point de vue institutionnel. Mon Bitcoin et mon couteau, le pseudo est plutôt marrant, mais c'est un gars avec une tête bien faite et souvent des réflexions bien étayées et tout ça. Au début, des fois, il y a des comptes comme ça, on dirait que c'est des comptes à troll, mais là, on a quelqu'un qui est très intéressant et je vous invite, bien entendu, à le découvrir et à aller consulter son contenu puisque c'est souvent voilà, des contenus qui sortent un peu de ce qu'on peut voir du côté de Twitter avec des réflexions qui sont parfois presque philosophiques, mais j'aime bien l'approche qui contraste énormément avec finalement un peu le pseudo qui au début peut faire paraître justement un peu trollistique. Et là, il reprenait Journal du Coin face à l'Argentine, donc il y a une crise monétaire majeure et donc le Bitcoin qui permet à la population d'essayer de réduire l'exposition à l'inflation et notamment via les stablecoins, que ça soit les pays d'Amérique latine ou que ça soit plus proche de la zone européenne et notamment en Turquie. Effectivement, on a beaucoup de pays comme ça qui ont été soumis à une inflation galopante, des milliers, des dizaines de milliers de pourcents. Donc en gros, leur argent ne vaut plus rien. Je crois que c'était au Venezuela où ils font avec les billets des petites sculptures pour les vendre tout simplement aux touristes puisque le billet lui-même ne vaut plus rien. Et donc c'est clair qu'à ce jour, le peu d'argent qu'ils reçoivent, eh bien ils ont vraiment un but derrière existentiel et de survie de le convertir immédiatement dans du stablecoin qui lui ne perdra pas sa valeur. Loris Dalio avec Coca-Cola et tous les segments et toutes les marques qu'il possède. Alors le chiffre clé, c'est 500 marques en portefeuille, mais surtout depuis 1990, ils ont réalisé, Coca-Cola d'un point de vue boursier, 10,1% annuel de performance, ce qui est similaire à celle du SP500. Donc parfois, plutôt que de se faire chier avec un ETF, et encore que les ETF, bien entendu, ça reste, on va dire, une porte d'entrée qui est tout à fait honnête. Voilà, c'était Coca-Cola, probablement que Apple, Microsoft ou Google ou des trucs comme ça aussi
aussi c'était pas mal, mais c'est vrai qu'on se pose la question dans ces moments-là de la concentration qu'on peut avoir des Warren Buffett, Charlie Munger et tout ça via le fonds et via Berkshire Hathaway. C'est clair que eux, ils étaient énormément concentrés justement sur des Apple et des Coca, et on voit que ça a été extrêmement profitable, en tout cas sur les 20-30 dernières années. Allez, 2-3 petites infos et on aura fini pour les news aujourd'hui. Le halving, cette fois c'est différent, c'était un rapport de Grayscale qui disait que, ben oui, avec l'arrivée des institutionnels, cette fois ça sera différent. Perso, quand je vois la phrase cette fois ça sera différent, j'y vais à reculons, puisqu'en général c'est ce moment précis où derrière on se fait latter. On avait The Block avec Polygon Labs, donc Polygon Matic, qui voudrait aider à convertir les blockchains EVM dans un modèle Validium par un type 1 prover. Alors là on rentre dans des termes un peu compliqués je pense pour tout à chacun, mais typiquement c'est les fameux provers dont on avait parlé notamment lors de la mention de Starknet. Si vous voulez qu'on aille plus loin là-dessus, vous me le dites dans les commentaires et on en discutera lors du prochain live avec Marc et Manu pour rentrer un peu plus dans les détails techniques. On est dans une phase initiale du bullrun selon Crypto Yoda quand on regarde ce qui s'était passé notamment en 2019 et 2020. Donc on pourra avoir autour du halving potentiellement un retracement du côté du marché crypto, mais c'est clair et net que désormais avec un Bitcoin à 50 000, on peut souffler, on peut tout à fait avoir un retracement de 5 000, de 10 000 $, peut-être plus du côté du Bitcoin, mais on est dans un état de fait où on n'est plus du tout à s'inquiéter du jour au lendemain de est-ce que Bitcoin va perdre de nouveau 50% de sa valeur pour un oui, pour un non. On est dans un mood beaucoup plus apaisé et ensuite on va transformer ça en une euphorie, une extrême euphorie lorsque on rentrera en véritable bullrun, probablement une fois que Bitcoin franchit son ex-ATH et où, comme on le disait tout à l'heure, à peu près tout se met à monter de façon déraisonnée, déraisonnable, et c'est ce moment-là où nous, de notre côté, avec l'expérience, on sera là aussi pour vous rappeler qu'il est bon de prendre des profits. Dave The Wave qui nous ressortait un chart d'il y a 2 ans, donc comme d'habitude, c'est intéressant voilà, de voir que lui, au niveau de la progression macro-long terme, il se place ici un peu en oracle depuis 2-3 ans, même depuis 2018, donc on est à plus que ça fait désormais 6 ans. J'ai peine à me souvenir de quand est-ce que je suis arrivé au marché crypto avec l'activité de CM et tout ça, mais c'est vrai que ça a fait désormais depuis 2017 où j'avais vu le marché partir comme une fusée en 2017, j'avais commencé à le payer en 2018 en perdant la moitié de mon argent, et 2019 il y avait CM qui voyait le jour, donc une aventure là aussi qui est complètement frénétique pour tout ce qui s'est passé entre temps. Et on termine donc au niveau des news. On avait Donovan Ray qui nous a éclairé sur l'analyse technique systémique, c'était le live de lundi, je vous invite à le consulter pour ceux qui ne l'ont pas vu, et Philip Swift qui nous mettait en avant le chart des bitcoins profitables, et on avait entre 93 et 95% de bitcoin en profit on-chain à partir du moment où on s'approche des 50 000 $, donc attention là aussi. 1820 milliards ce matin, on approche le 0,5 de Fibo qui est à 1870, donc on va voir ce que ça donnera. Le 0,618 est un peu plus haut à 2142. Le crypto total 2 qui approche également d'un point de rupture ici à 850 milliards. Si jamais ça break, on a le 0,618 qui est à 1000 milliards tout pile, donc un petit 160 milliards des familles à rajouter comme ça, quasi en une bougie du côté du crypto total des altcoins. Pour l'instant, avec un BTCD, une Bitcoin dominance qui est très haute, on peine à se dire qu'on peut avoir une quelconque alt season, mais si on avait un Bitcoin qui, ne serait-ce qu'une petite semaine, se stabilise autour de 48 à 50 000 $, pourquoi pas avoir la remontada derrière des alts. 520 milliards au niveau du crypto total 3 qui exclut BTC et ETH. Il faut break ici autour de 535 pour essayer de se téléporter un peu plus haut. On va quand même faire un Fibo comme sur les autres, il n'y a pas de raison. Et donc on aurait le 0,5 autour de 575 milliards et le 0,618 à 675, donc ça fait des comptes qui sont plutôt suivis finalement, de 100 milliards en 100 milliards. 48 800 pour le Bitcoin qui fait un nouveau point haut à 50K et plus, donc on va voir là aussi ce que ça donnera, puisque finalement, mis à part le bloc qu'on a vu au niveau des ordres tout à l'heure, entre 50 et 55 basiquement, ensuite il n'y a plus grand chose, jusqu'à 69 000 $. Le SP500 qui enfin retrouve un peu la raison, en tout cas à court terme, 5048 qui a marqué le top, on est de retour à 4953, donc je pense que la zone est toute trouvée, la zone de sortie pour faire un appui majeur à 4008. La moyenne mobile 20 remonte, mais elle prend son temps malgré tout, à 4624, et ensuite on a d'autres moyennes mobiles beaucoup plus basses, sachant que la plus basse aujourd'hui, la moyenne mobile 200, est aux abords des 4080 points pour le SP500. On a Ether à 2660 ce matin, très belle contraction ici. Alors je vous remets le petit chart des familles que je vous avais donné la dernière fois avec toute l'explication
explication. Quand on avait fait le retest et tout ça, un peu profond ici à 1850, qu'on a travaillé un peu à 2000-2100, il y avait beaucoup de personnes qui étaient dubitatives. Il y en avait qui me disaient, ouais, non, là, le chart d'Ether, il est puant. Et d'ailleurs, je pense que vous remarquerez sur les réseaux que jamais on a vu autant de pessimisme ces dernières semaines à l'encontre tout simplement d'Ether. On a tout le monde qui dit, ouais, maintenant, il vaut mieux avoir du Solana, maintenant, il vaut mieux avoir du machin bidule. Enfin, bon, vous citez le token du moment, tout simplement. Donc, c'est clair que moi, ça me rend plutôt optimiste sur Ether. Et clairement, je suis plutôt dans une optique en ce moment même, pour être tout à fait honnête avec vous, de me leverage du côté de Ether. C'est-à-dire plutôt que de prendre du levier directement sur un échangeur ou quoi que ce soit, chose que je ne ferai jamais et que je ne fais jamais, tout simplement d'aller en DeFi, de déposer en collatéral, d'emprunter un petit peu en dollars, on va dire un tiers de la position. Le but n'est pas d'aller se surexposer pour derrière re-emprunter un tout petit peu plus d'Ether. Et globalement, je pense que c'est un des bons plays, c'est un des bons moves pour les 12 ou 18 mois à venir. Je ne sais pas comment ça va s'articuler. Bien entendu que c'est plus intéressant de faire ça quand on a des retracements ou des points bas, et notamment comme ici quand on nous offrait de l'Ether à 880 $ à l'époque. Aujourd'hui, on est à 2006. Et si on prend le parti de se dire qu'à minima, il revisitera les 4008, 4009 pour ne pas dire les 5000, donc un x2 à peu près par rapport à l'ex-ATH, par rapport à nous, là où nous nous trouvons maintenant. Voilà, basiquement derrière, c'est pareil du côté de Bitcoin. Si on fait un calcul d'apothicaire, qu'on se dit on est à 50 000 et on vise 100 000, c'est pas des fois 5, c'est pas des fois 10, c'est un simple x2, mais c'est un x2 qui, sur un portefeuille qui petit à petit devient conséquent, peut faire tout à fait la différence. Le dollar américain qui continue de rebondir, donc c'est probablement ça aussi qui crée de la pression du côté du marché action. Donc on a une petite résistance intermédiaire à 105.5 et on est à 105 déjà, donc attention, puisque le marché US, il nous donne un peu deux sons de cloche qui sont pas très alignés à court terme, tandis que la Bitcoin dominance est à 53.8 et pour l'instant elle peine tout simplement à s'extirper des 54. Va-t-on avoir un peu d'air du côté des alts? En tout cas, ça serait intéressant. Je repasse pas sur les minières et sur tout ce qui s'est passé du côté des alts. On a quelques alts qui sortent un peu du lot à court terme. On l'avait vu avec VeChain, mais tout ça, c'est des trucs qui sont terriblement 2018. J'ai même pas envie finalement de continuer à m'y intéresser ou à investir dessus. Ça veut pas dire que le projet est pas bon ou que le projet est mort. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on doit faire des choix et le but est de se concentrer sur 5 ou 10 projets grand maximum et derrière de totalement s'y impliquer et suivre uniquement que ça pour pas perdre la tête lors du bull run. Il y a NIR également qui est en positif. Lui, par contre, on est sur un très bon candidat pour ce cycle. AXL de Axelar qui est autour de 1,16 $. On avait également le PSP de Paraswap qui progresse avec une belle news. Alors, j'ai pas encore digué, mais apparemment, ils ont fait une grosse mage. N'hésitez pas à aller voir du côté de Paraswap. Et ensuite, on en a quelques autres. On a Métis, on a Paul, on a Earth, on a le Polkadot qui est malgré tout en positif de plus 3%. Polkadot, là aussi, il y en a beaucoup qui doivent se jeter par la fenêtre de se dire mais pourquoi Polkadot ne fait plus rien? Et pour autant, on a eu un point bas à 3,6. On a une très belle consolidation autour des 7 à 8 $. Inutile de vous dire que quand ça part, c'est malgré tout un actif qui n'a connu qu'un cycle haussier. J'ai toujours mes Polkadot, l'intégralité du dernier cycle. Inutile de vous dire que quand je vois à combien était mon bag à l'ATH et quand je l'ai vu quand il a été de retour à 3,60, là aussi j'ai perdu ma santé mentale. Mais globalement, je pense qu'il nous faudrait un petit quelque chose sur ce cycle. Pas que d'un point de vue fondamental, ça réinvente la roue, bien entendu. Polkadot fait partie des projets avec un des meilleurs fondamentaux, mais d'un point de vue spéculatif, c'est exactement ce que disait Trading Lord tout à l'heure. Quand il y a tout qui monte, il y a quasiment tout qui monte. Et au bout d'un moment, c'est pas de se casser la tête de si on a fait le meilleur play, le meilleur move. Il y aura toujours une personne à côté de vous qui aura eu le coup de chance d'une vie de parier sur Shiba en amont ou sur Doge et que le truc il fasse un fois 200 ou fois 300. À partir du moment où vous êtes dans la moyenne du marché de ce que font l'intégralité des alts ou du Bitcoin ou de Ether, bien entendu qu'il n'y aura pas à rougir et le but derrière c'est justement d'en sortir quelque chose de positif puisque n'oublions pas que pour la majorité ils sortiront du marché une main devant, une main derrière. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve ce week-end. Ciao ciao.